Substack qui est en train de faire du Twitter en ce moment. À mon avis, ils auraient pu devenir le OnlyFans pour les personnes sérieuses. Tu as de plus en plus une concentration des revenus et des richesses sur quelques profils réellement extraordinaires. Et Pornhub, en 2023, réalisait 2 fois moins de revenus qu'OnlyFans. Et en fait, parfois, je me demande comment on va regarder dans 100 ans la période qu'on vit actuellement. Est-ce qu'on se dira, en fait, c'est des milliers de fondateurs qui, pendant 40 ou 50 ou 60 ans, ont fait avancer un nouveau modèle pour le monde. Luc, aujourd'hui, on va parler d'un business qui, je crois, a eu la plus grosse croissance l'an dernier. En tout cas, l'une des plus grosses croissances dans le monde de la tech. On va appeler ça comme ça pour l'instant. Fun fact, ça a généré plus d'argent que l'ensemble de la NBA. Je ne sais pas si tu as vu cette stat. Les salaires de ceux qui participent sont juste gigantesques, plus aussi que des grands joueurs de basket aux États-Unis. On parle bien sûr de OnlyFans, pour ceux qui ne l'auraient pas compris. OnlyFans a annoncé avoir fait 2000% de croissance sur l'an dernier, alors que c'était déjà un business gigantesque. Sur 4 ans, non? Pardon? Sur 4 ans plutôt, non? Erreur à vérifier. J'avais vu sur 4 ans, mais peut-être. Ok. En tout cas, ils ont dépassé, si je dis pas de bêtises, tu me corriges, mais les 6 milliards et demi de CA. Qu'est-ce que tu as à nous dire dessus et en quoi c'est intéressant et en quoi ça représente, la question fondamentale, c'est en quoi ça représente pour le business une nouvelle manière de concevoir, on va dire, la sphère à la fois réseaux sociaux, à la fois rapprochement de stars ou de célébrités. Pourquoi ça a cartonné et Cameo, ça n'a pas marché, même si évidemment, je pense que tout le monde a une idée sur le sujet, mais j'aimerais qu'on creuse dans tous ces sujets-là aujourd'hui. Ouais, bah écoute, avec grand plaisir. Sujet passionnant, en effet, une croissance assez délirante. J'avais vu aussi la stat sur les joueurs de NBA qui finalement gagnent un peu moins, ou même d'ailleurs les joueurs en première ligue. Même si finalement, c'est pas forcément les mêmes effectifs parce que les joueurs en première ligne, il y a genre 500 ou 1700 joueurs. Là où sur OnlyFans, il y a 4,1 millions de créateurs. Tout à fait. Mais ça reste quand même massif, sachant que même s'il y a 4,1 millions de créateurs, bon, bah, c'est comme tout, c'est l'extrême minorité des créateurs sur OnlyFans qui génèrent absolument tous les sous. Et donc, ça ne m'étonnerait pas que si on prend les 500, 1700 meilleurs créateurs d'OnlyFans qui gagnent le plus, je pense qu'ils gagnent plus que des joueurs de Première Ligue ou des joueurs de NBA. D'ailleurs, à propos de ça, en termes de chiffres moyens, pour relativiser aussi la stat qu'on vient de donner, à ton avis, combien le créateur moyen sur OnlyFans gagne par an, par année? Je sais que c'est pas énorme. J'avais vu une stat et en fait, on va dire 10 000 $ et je suis même pas sûr que ce soit ça. Ouais, c'est 1800 $ par an. 1800 Ouais. $ par an. Et ils indiquent quand même que les créateurs dans le top 0,1% gagnent 15 fois plus qu'un créateur dans le top 1%. Mais tu vois, même tu es dans le top 0,1%, tu gagnes 15 fois plus, tu es à 20 000 $ par an. Bon, c'est pas. Et est-ce que finalement, il n'y a pas des tafs? Alors, après, tout dépend le type de création que tu fais, mais si on reste sur création de contenu type adulte, est-ce qu'il n'y a pas des tafs plus intéressants pour cette somme-là? Freelance, site web, créer des logos, je sais pas. Mais en tout cas, croissance vraiment super intéressante. Donc, on vous explique pas ce que c'est OnlyFans, hein, vous savez tous. Mais surtout, ce qui est passionnant, c'est que le modèle OnlyFans commence à être copié par beaucoup de grosses plateformes. Et puis après, on pourra revenir d'ailleurs sur la croissance de 2000%. Et en fait, c'est peut-être pas pour rien s'ils copient le modèle, tout simplement parce qu'en 2023, la marge bénéficiaire d'OnlyFans marge bénéficiaire d'exploitation était de 50%, alors que celle de Meta est de 35% et Google 27%. OnlyFans se repose essentiellement sur les créateurs pour générer des sous. D'ailleurs, c'est le seul modèle. Ils prennent après un cut de 20% sur les abonnements. Et puis après aussi un cut sur tous les revenus générés en one-shot. Donc, on pourra en reparler après. Ça va être des messages privés, des lives privés, ça va être des audios privés, de tout, quoi. Tout ce qui est privé en one-one, il le monétise avec des abonnements qui vont après jusqu'à à peu près 50 $ par mois.
Et en fait, quelque chose que j'ai remarqué, c'est que le modèle OnlyFans, il est, euh, il représente vachement l'évolution de la société actuelle. De base, il y a quelques années, avant 2016, donc 2016, c'est la création de OnlyFans, c'était les plateformes de streaming pour adultes qui cartonnaient. Dans cette industrie-là, j'entends. Tu vois. Avant, j'imagine qu'il y avait les journaux. Après, il y avait les plateformes de streaming avec les Pornhub and Co. Euh, et Pornhub, en 2023, a réalisé 2 fois moins de revenus qu'OnlyFans. Sachant que OnlyFans, je connais pas exactement les chiffres, mais à mon avis, ça m'étonnerait pas que à minima 60% des revenus générés proviennent du contenu pour adultes. Ah, je pense que c'est beaucoup plus que ça. Je connais pas les chiffres non plus, mais Ouais, je- j'ai été enfin, gentil. très honnêtement, ouais, t'as été très gentil. Ouais, je pense pas qu'il y ait autre chose. Enfin, il n'y a pas beaucoup de gens qui font autre chose dessus quand même. Ouais, mais d'ailleurs, c'est intéressant parce que OnlyFans, je crois en 2021, lors de leur très forte croissance, et alors que Apple commençait à, non pas Apple, mais le processeur de paiement, commençait à leur mettre des bâtons dans les roues, ils ont annoncé vouloir bannir le contenu pour adultes, et ils ont fait marche arrière à une vitesse lumière lorsqu'ils ont vu, lorsqu'ils ont vu qu'à mon avis, ils risquaient de perdre pas mal de revenus. Enfin bref, ce que je disais juste avant, c'est que tu avais les grosses plateformes de streaming pour adultes. Et puis aujourd'hui, tu as du OnlyFans. Et en fait, la grosse différence entre les deux, finalement, c'est que OnlyFans, c'est de l'ultra-relation. Et en fait, c'est vraiment symptomatique, je trouve, de la société dans laquelle on évolue, qui apparaît depuis 3, 4, 5 ans. C'est l'ultra-relation et la valeur de l'ultra-relation sur du contenu qui va être générique. Et je pense que ça, d'ailleurs, ça s'applique à toutes les industries. Je pense que ça peut s'appliquer à la mode avec les grosses marques versus les petits créateurs qui commencent à émerger, qui commencent à créer leur propre style. Je pense que ça peut marcher pour les artistes aussi. Euh, je pense en fait c'est quelque chose qui peut les grands médias traditionnels vs le créateur qui fait un média aussi. Euh, les grandes écoles de commerce vs le formateur en ligne qui fait des vidéos et t'apprends le marketing ou tu fais du consulting en one-one. Enfin, c'est peut-être exagéré, mais je trouve qu'on est vraiment dans un changement total de l'industrie où on passe de la généralité à l'ultra expérience. Et à la fin de la journée, c'est toujours la relation qui finit par le porter. Par exemple, les sites de rencontres, c'est un peu ça finalement. Les sites de rencontres, c'était on a une infinité de profils qu'on va swiper euh, de manière assez générique. Et là, d'un coup, bam, TimeLeft arrive, ou des sites un peu similaires à TimeLeft, d'ailleurs, il y en a d'autres, des comme ça, et nichés. Et eux, c'est non, en fait, on va avoir une petite expérience avec un petit nombre de personnes, et on va créer une relation sur une relation privilégiée avec ces personnes-là. Là où Tinder, c'est on veut un maximum de swipe, on veut un maximum de matchs. Euh, donc voilà, je trouvais ça assez intéressant. Et en fait, finalement, la question que je me pose, c'est est-ce que un Substack, ce serait pas la version OnlyFans, mais pour les personnes sérieuses? Et d'ailleurs, je viens de finir la biographie de Elon Musk. C'est hyper intéressant parce il cite Substack à la fin du bouquin en disant, mais en fait, le plus grand concurrent de Twitter, ce serait peut-être Substack. Il le dit dans le bouquin, ce qui est fou. Je m'attendais pas du tout à lire ça. Ouais. Euh, et toujours là, dans cette optique de le mastodonte généraliste versus un truc beaucoup plus relationnel en one-one. Et lorsqu'on voit aujourd'hui Substack qui est en train de faire du Twitter en ce moment, ça c'est intéressant. Alors que Substack avait justement ses relations one-one et qu'à mon avis ils auraient pu devenir le OnlyFans pour les personnes sérieuses avec de la monétisation type bon bah il y a newsletter et mon derrière où on peut faire du consulting one-one, du consulting asynchrone. Enfin bref, on prend exactement le même type de monétisation qu'on peut avoir sur OnlyFans et l'appliquer à Substack. Là Substack est en train de faire l'inverse. Substack est parti de l'ultra relation et est en train de s'ouvrir à la Twitter. Et donc, il change eux-mêmes. Alors, je sais pas, il doit avoir des datas que je n'ai pas, et donc, il doit y avoir des trucs très logiques qui expliquent ça. Mais je pense d'ailleurs que c'est peut-être une erreur, et on verra si l'avenir me donne raison, c'est peut-être une erreur que Substack fait actuellement. Je sais pas ce que tu en penses. Écoute, tout ce que tu as dit est hyper intéressant parce qu'on a parlé de beaucoup de choses. Je vais juste revenir sur aujourd'hui. C'est clair que les plateformes gratuites, grand public, tu vois,
Pornhub sur le segment adulte. Mais globalement, tout ce type de plateforme qui existe dans différentes verticales perd un peu de sa valeur à cause de sa généralité. Quand je dis perd de sa valeur, il faut quand même remettre l'église au centre du village. C'est des énormes business. Si on prend YouTube, certes, les formateurs existent pour par exemple, des cas très précis, où des créateurs vendent des programmes pour apprendre à coudre, apprendre à faire de la guitare, apprendre à faire je sais pas quoi. Pour autant, YouTube reste un gigantesque business qui risque pas d'être délogé dès demain. Mais ce qui est sûr, c'est qu'il y a un truc qui est impressionnant dans ces business très nichés, on va dire, et d'ultra relation, donc payant, c'est qu'ils arrivent à extraire de chaque utilisateur une valeur gigantesque. Internet est parti, au début des années 2000, sur un constat qui était tout ce qui est sur Internet doit être gratuit. Donc le seul moyen de se rémunérer, c'est la pub. Je te mets de côté 2-3 trucs qui ont toujours existé, mais globalement, les énormes réussites, c'est gratuit et c'est toi le produit, le fameux truc. On te vend de la pub et on vend ton temps de cerveau disponible. Facebook, YouTube, Spotify, c'est un poil différent, mais quand tu payes pas, on t'envoie de la pub. Twitch, enfin, bref, ce que tu veux, peu importe tous les réseaux sociaux, tous les médias en ligne, nouvelle génération. Il y en a qui ont des trucs payants, mais la plupart, TechCrunch, c'est entièrement gratuit, et ainsi de suite. Tu es exposé à de la pub. Et au bout d'un moment, les gens en ont eu marre de la pub. Il y a eu des scandales, il y a eu en mode on vend vos données, et ainsi de suite, blablabla, tout ça. Et petit à petit, les gens se sont dit, bah, écoute, les produits Internet, les produits numériques, sont des produits tout aussi valables que des produits physiques que j'achète. Je suis prêt à payer pour une expérience différente, pour une mise en relation, pour avoir accès à du contenu auquel les autres n'ont pas accès. Et ça a complètement fait shifter le marché, d'après moi, aux alentours, je pense, de 2018. Tu vois. Sauf que ça ne s'est pas vu tout de suite. Quand nous, on lance la boîte en 2018, on étudiait beaucoup de modèles pour savoir tu vois, comment se lancer, machin. Mais on était persuadé que grosse audience pub, c'était le meilleur moyen d'y arriver. Sauf qu'en fait, grosse audience pub, déjà, tu as des limites de monétisation parce que tu extrais, tu l'as dit tout à l'heure, les marges, par exemple, d'un Google sont moins bonnes, ou de Meta, je sais plus ce que tu as dit, mais de Meta sont moins bonnes en pourcentage que celles d'un OnlyFans. Mais surtout, ce qui m'étonne d'ailleurs, ce qui m'étonne parce qu'en soi, là où OnlyFans partage son revenu avec les créateurs, un Facebook, normalement, c'est censé être du net. C'est une excellente question. Je ne sais pas comment ils se débrouillent. Ouais, c'est vrai. Il faudrait creuser dans cette stat. Il y a peut-être un. Je pense que c'est juste la R&D de Facebook qui, à mon avis, plombe la marche. Oui. Et puis peut-être que Facebook en a rien à faire. Vu les montants, Facebook doit en avoir rien à faire de faire 50% de marge et préfère envoyer de la R&D parce que sinon il paye les impôts. Enfin, je suis à peu près sûr qu'il y a un truc comme ça, mais admettons qu'il soit à peu près équivalent. Il y a surtout un truc qui est sûr et certain, c'est que faire du gratuit et espérer se monétiser avec de la pub, c'est un gouffre à fric quand tu lances une boîte. C'est un gouffre à fric. Tu pouvais le faire dans les années 2000 quand il n'y avait pas grand monde, mais aujourd'hui, je ne sais pas s'il y en a beaucoup de boîtes qui sont rentables et qui se sont lancées uniquement sur ce modèle. Et tu vas me dire TikTok, récemment, sauf que TikTok, pour être rentable, ils ont cramé des milliards d'euros de pub, gentiment payés par le contribuable chinois quand même. Donc, oui, ils ont réussi à le faire, mais je ne connais pas beaucoup de startups qui a des milliards à claquer en Facebook Ads. Et après, tu as tous les business de médias qui se reposent encore aujourd'hui essentiellement sur de la pub. Morning Brew, c'est essentiellement de la pub. Il n'y a que ça. D'ailleurs, toutes les chaînes de télévision, c'est que de la pub. Oui, mais ils sont passés, je les mets de côté parce qu'ils sont passés par un business de newsletter qui ressemble vachement à l'autre catégorie. Je suis d'accord avec toi, il y a toute cette niche du milieu qui est un peu hybride, qui a joué entre le média et ça, et qu'on a étudié dans une précédente vidéo. Je suis d'accord avec toi, je mets cette niche un peu à part. Mais je veux dire, sur les grosses plateformes pure tech qui vendent de la pub à la Facebook et ainsi de suite, à part récemment TikTok, qui est un cas particulier,
regarde ce que ça a donné Clubhouse. Ils ont cramé des milliards, ils n'ont jamais réussi à monétiser. Il y en a eu plein ces dernières années des comme ça qui n'ont jamais réussi à atteindre le niveau nécessaire de volume pour avoir de la monétisation en ads valable. C'est vrai qu'il y en a très peu. Hein. Ce modèle de je vais attendre d'avoir 1 milliard d'utilisateurs et ensuite je vais monétiser avec de la pub. Il y a Reddit qui a réussi. Et voilà, ça se compte sur les doigts de deux mains, je pense. Oh non, mais attends, mais Reddit, ok. Mais Reddit, la date de création de Reddit, c'est 2008 ou 2009. Ouais. Donc en fait, si tu veux, mon point, c'est depuis 2015, 16, 17, 18. T'as pas grand-chose. Le dernier à l'avoir fait en termes de création, TikTok de côté, je pense que c'est Snapchat créé en 2012. Mais je pense que là, pour le coup, il y a deux choses. Il y a le business model que tu décris. Et après, il y a créer une application sociale virale. Et je pense que les deux sont complémentaires, se joignent. Mais la question, c'est est-ce que la problématique, c'était le business model ou est-ce que la grosse problématique, c'était que créer une application de réseau social viral, c'est pas extrêmement compliqué. Et finalement, même un Google qui a essayé de se lancer, je crois, avec Google G Suite, c'est enfin, un truc similaire. G Suite, autre chose, mais ouais. Non, mais alors, je suis entièrement d'accord avec toi, mais ça prouve deux choses. Ça prouve que le business model, il est quasiment intenable, à moins d'avoir un gigantesque coup de chance. À l'inverse, OnlyFans, c'est un business qui aurait très bien pu faire 10 millions de dollars et rendre son propriétaire riche sans avoir ce scale-là. Mais l'avantage que tu as dans ce cas de figure, c'est que tu es rentable assez rapidement. Et si ça explose en plus, tu as du cash flow, mais dingue pour développer ton business. Rapidement ou quasiment immédiatement. Et donc, je pense qu'il y a Je pense que sur le marché, il y a des impératifs de monétisation qui ne sont plus les mêmes que ceux qu'on a pu avoir sur la période précédente. Et ça rejoint un des thèmes qu'on évoque souvent, la place des VC. Est-ce que les VC continuent à... Voilà. La place de l'IA et des solo founders. Je ne sais pas si tu as vu, il y a eu une grosse publication, tous les mecs sur LinkedIn l'ont repris ces derniers temps, avec ce qu'ils appellent The Rise of Solo Founders. Donc en gros, il y a de plus en plus de solo founders. Ces solo founders ne prennent pas d'argent de VC. Et donc ces solo founders font ce qu'on a communément appelé du bootstrap, sauf qu'avec l'IA, ça va beaucoup plus vite. Et on dit, tout le monde commence à dire, est-ce que 2025, on aura la fameuse première billion-dollar compagnie fondée et administrée par un seul mec? Ouais, ça, j'y crois pas, ça, pour l'instant. On verra. J'y crois pas forcément non plus pour 2025. Ceci dit, je pense qu'on est sur un bail de signaux faibles. Après, tout dépend de ce qu'on appelle le 1 billion, enfin le solo founders qui crée sa milliard, sa licorne. Si c'est un solo founders mais avec une armée de 1000 freelances, juste si c'est pas des employés, ça compte pas. Là on parle vraiment du solo founder avec uniquement de l'IA ou avec un solo founder juste sans employés? Non, alors, déjà, il y a plusieurs choses. Déjà, solo founder, le premier truc, c'est juste, tu n'as qu'un seul fondateur. Déjà, ça, c'est rare, en fait. La plupart du temps, tu as plusieurs cofondateurs. Donc, je pense que la stat, si c'est juste un mec seul qui réussit à monter une boîte, mais il a des employés, il a une équipe, voilà, ça, c'est fastoche. Mais je ne pense pas qu'on parle de ça. Okay. La question, c'est, tel que moi, je l'entends quand j'entends la one person billion-dollar compagnie, c'est un mec. C'est un mec plus de l'IA, fin de la blague, et tu dois atteindre 1 milliard de valo. Ça, je suis ravi si un mec réussit. À date, là, je vois difficilement comment c'est possible pour 2025. Je pense que ça arrivera un jour, mais pour 2025, ça me paraît chaud. Un mec seul, hein, pas d'aide, à part peut-être un comptable, un avocat pour faire la boîte, parce qu'il n'a pas à faire ça, mais tu vois... Mais tu vois, ça c'est un autre sujet, mais je ne comprends même pas en quoi c'est cool. Enfin, je veux dire, si à l'inverse, le mec, il dort plus de la nuit, il doit tout gérer parce qu'au bout d'un moment, les agents IA, il faut quand même qu'il les connecte entre chaque agent IA. Et puis, t'imagines, une boîte d'1 milliard, si un seul agent IA fait de la merde, et que du coup, imagine, c'est le manager en chef agent IA qui fait de la merde, et après, toute la hiérarchie suit. Ça peut couler la boîte extrêmement rapidement. D'ailleurs, c'était un truc que j'avais lu assez récemment dans un article, c'était que les grosses boîtes commençaient à mettre en place des managers spécialisés justement pour gérer les décisions prises par l'IA, pour éviter qu'une seule mauvaise décision prise par l'IA dans une grosse structure, j'entends, puisse entraîner une réaction en chaîne qui fasse que la boîte coule en l'espace de quelques jours. Non mais alors, c'est clair, hein. Je pense que la théorie, là, elle a plein de limitations dans tous les sens. Qu'on soit clair,
Aujourd'hui, je vois pas exactement comment c'est possible. Par contre, est-ce que c'est cool? J'en sais rien, mais c'est un autre sujet. Je Le pense- sujet, c'est de se dire, est-ce que c'est possible? Parce que le jour où c'est possible, ça implique que ton paysage entrepreneurial a complètement changé. Et ça implique qu'il y ait beaucoup de personnes qui. Ça implique très certainement que le chômage ait explosé aussi, d'une certaine manière. Si tu n'as plus besoin de freelance ni d'employés pour développer ta boîte, jusqu'à 1 milliard, ça veut dire. Imaginons que la boîte, elle aurait dû recruter 100 personnes, tu vois, pour 1 milliard, ce qui est fou. Bon, ça fait déjà 100 personnes de moins, 100 personnes de plus qui sont au chômage. Et donc, imagine ça qui se répercute sur des boîtes qui finalement ont pas la même envergure. Il reste plus grand monde. Ça me semble, je suis d'accord avec toi, ça me semble complètement délirant. Mais ceci dit, c'est un des gros, enfin, tu vois, c'est un des gros trends. Et ce gros trend, pour moi, parce que là, on dévie un peu, mais ce gros trend, il est collé au trend de il faut se monétiser rapidement et faire des choses simples qui marchent proches des utilisateurs. Et en fait, pour moi, tout ça, c'est une sorte de grande évolution de l'histoire, je vais mettre entre guillemets, de l'histoire d'Internet, où on assiste en fait, depuis le début, depuis les années 2000, les gens, tu sais, ils essayent de faire des phases, des trucs. Ah oui, en ce moment, c'est la phase IA. Avant, il y avait eu la phase crypto. Je crois pas, en fait. Avec du recul, et j'essaye de réfléchir sur le sujet assez souvent, je crois qu'en fait, tu as une grande histoire en modification C'est un constante. mouvement global, hein. C'est un mouvement global. Et tu sais, des fois, je me dis, ah, ça devait être trop bien d'être en 1700 quelque chose avec, tu vois, des philosophes qui réfléchissent sur des trucs qui ont influencé le monde et tout ça. Et en fait, parfois, je me demande comment on va regarder dans 100 ans la période qu'on vit actuellement. Est-ce qu'on se dira, en fait, c'est des milliers de fondateurs qui, pendant 40 ou 50 ou 60 ans, ont fait avancer une nouvelle vision et un nouveau modèle pour le monde. Et en fait, quand je commence à dézoomer un peu, je me dis, mais attends, c'est un peu la réalité. Tu as des mecs un peu pirates chelous qui ont créé des ordis, les ordis ont créé Internet, enfin, je schématise vraiment, hein, mais et Internet a créé tous ces business. Du coup, il y a des mecs qui ont fait des théories, qui ont écrit des bouquins, d'autres qui ont créé des trucs dessus, d'autres qui ont lancé du contenu. Et donc, tu as une culture Internet qui se met en place. Et cette culture, elle s'oppose à d'autres cultures. Il y a des cultures pas d'accord à l'intérieur d'Internet. Et du coup, il y a des mecs qui disent, vas-y, on va faire du Web 3 pour décentraliser le truc parce que c'est trop centralisé. Et ensuite, tu te rends compte que aujourd'hui, et c'est l'autre sujet qu'on aurait pu traiter, qu'on va peut-être traiter, rentrer dedans, mais tu as des grandes plateformes comme Meta qui disent en fait on a fait une erreur avec trop de centralisation et de contrôle, du coup on va revenir quelque part, c'est ce que les mecs du Web3 voulaient, c'est-à-dire moins de contrôle sur le truc, tout ça parce que. Et en fait tu te rends compte qu'il y a une grande histoire qui se met en place et que cette grande histoire, si le but de notre truc c'est d'essayer d'anticiper les trends et de donner aux gens des idées pour pouvoir développer leur business, leur stratégie et ainsi de suite. Et j'ai l'impression que l'évolution qui est en train de se passer actuellement, c'est une évolution de plus de pragmatisme dans le business model. Et ça veut dire, ça se traduit par se rapprocher des utilisateurs et de leur donner rapidement ce qu'ils veulent et de leur donner la fameuse ultra relation. Et d'ailleurs, il y a un truc qui est aussi très intéressant, qui est un peu inhabituel, c'est que aujourd'hui, la nouvelle boîte grand public, c'est OpenAI ChatGPT. C'est en termes de dans la tête de tout le monde, c'est l'équivalent de Google il y a 20 ans. Tu vois, en termes de ça va très vite, ça monte, tout le monde en parle, blablabla. Je schématise. On pourrait encore une fois venir discuter plein de points là-dessus. Voilà. Pourquoi c'est intéressant? Parce que contrairement à Google, OpenAI a le business model de tu as un truc gratuit, mais je te vends immédiatement un abonnement relativement cher. Alors, on le calcule comme on veut, mais à l'échelle des prix d'outils Internet, tu vois, c'est plus cher qu'un Netflix, machin. Donc, on va dire que c'est relativement cher. Je me monétise immédiatement comme ça. Vu le nombre de visites qu'ils ont, et d'ailleurs, ils y ont pensé, hein, mais ils auraient pu balancer de la pub dès le début. Enfin, le nombre de temps que les gens passent sur ChatGPT, tu serais exposé à de la pub pour je sais pas quoi pendant que tu es en train de faire une recherche, ce serait pas complètement débile. Je pense que ChatGPT aurait été créé en 2008, ça aurait été un modèle pub. Et là, ils se sont dit, mais on s'en fout maintenant, les gens, ils sont prêts à payer sur Internet. Continuons à augmenter la qualité de l'expérience, donc de ne pas mettre de pub, en rajoutant
un pricing qui oscille, je sais plus, entre 22 et 42 par mois. Je te rejoins à moitié sur tout ça parce que je pense qu'il ne faut pas mettre en confrontation les différents types de business models. Et je pense très certainement, pour le coup, ça a été l'erreur de beaucoup de grosses boîtes du digital de dire non, en fait, nous, on fait que de la pub. On fait de la pub, donc on fait que de la pub. Et à l'inverse de personnes qui ont dit, bah, nous, on fait de l'abonnement, donc on va faire que de l'abonnement. Je pense qu'en fait, c'est extrêmement complémentaire et on est en train de voir ça arriver. Elon Musk, finalement, qu'on l'aime ou qu'on l'aime pas, il a entraîné ça sur Twitter. Je sais plus, dis-moi si je me trompe, mais Netflix, ils ont aussi proposé ça, mais est-ce que c'est arrivé avant Twitter ou après Twitter? Enfin, avant Twitter, avant le changement de Twitter ou après le changement de Twitter, je ne sais même pas, parce que maintenant, il y a une possibilité de payer l'abonnement pour un abonnement très faible pour recevoir, et versus on reçoit un peu de pub quand même. Meta est en train d'aller vers ça. Je crois qu'on avait eu des checks sur Instagram versus un petit abonnement. Et en effet, ChatGPT, il l'a dit d'ailleurs Sam Altman très récemment sur un tweet, qu'ils n'étaient pas rentables même avec, je veux dire que même la formule payante, ils n'étaient pas rentables sur la formule payante. Même Oui, ceux qui payent. Si on oublie tous les utilisateurs gratuits, juste ceux qui payent, ils sont même pas rentables dessus. ouais. Donc, Alors ça, c'est encore un autre sujet. Ça, je suis d'accord avec toi. C'est un sujet, mais je veux dire, face à tous ces chiffres, on se dit, bah, en fait, ils vont forcément arriver sur ce modèle-là un jour ou l'autre. Ils vont avoir le côté revenu récurrent avec les abonnements, c'est sûr et certain, voire peut-être l'augmenter. Et puis derrière, on va se dire, bon, si à chaque requête, bah, on paye, bah, pas de souci, puisqu'on va mettre des pubs. Et comme ça, le volume de requêtes va être aligné sur le volume de pubs qu'on va pouvoir mettre aussi. Et donc derrière, on va arriver à l'équilibre comme ça. C'est ce que aussi fait, c'est ce vers quoi, à mon avis, Reddit va. Non, Reddit, c'est full pub, mais il diversifie les business models. Donc je pense qu'on assiste, c'est là depuis quelques temps, à une convergence des business models / à une ultra diversification des business models. Pas forcément des produits et services apportés au sein d'une même boîte, mais une divergence des business models. Tu as entièrement raison. Alors, je ne sais pas si ça élude complètement mon point précédent, qui est maintenant on arrive à faire payer les gens. Mais par contre, ce qui est sûr, là où tu as raison, c'est que de plus en plus, tu as des modèles hybrides où ceux qui faisaient de la pub essayent de faire payer les gens et ceux qui font payer les gens et qui peuvent se le permettre, genre OpenAI, prévoient de faire de la pub. Je suis entièrement d'accord avec toi et c'est vrai que comment dire, ça va dans l'argument de il faut rationaliser de plus en plus les business. Après, OpenAI, il y a un énorme problème et je pense que beaucoup de boîtes tech commencent à avoir un problème, c'est le coût des serveurs qui devient un peu ingérable. Enfin, coût des serveurs, du hardware qui devient quand même complètement ingérable. Enfin, je ne sais pas comment on se sort de ça. D'ailleurs, je ne sais pas si tu as vu, il y a beaucoup de boîtes de la tech qui commencent à acheter des centrales nucléaires. On est quand même sur un truc. Alors, c'est pas des vraies centrales nucléaires, hein, c'est des formats qui sont quand même. C'est pas les mêmes formats qu'on peut trouver dans le civil. Mais en Ouais. effet, ouais, bah, Oui. la solution elle est toute trouvée, je pense. La solution à ça, et finalement, c'est aussi une des boîtes sur laquelle est focus Sam Altman, c'est la fusion nucléaire. Je savais que tu allais en arriver là. Oui. Et là, mec, convergence absolue, puisque intelligence illimitée avec l'IA, puisque énergie limitée avec la fusion nucléaire, enfin plus ou moins limitée, quoi, ou en tout cas un prix extrêmement, extrêmement faible, parce que force de travail limitée potentiellement avec les robots Optimus Co. J'avais d'autres choses aussi, même, j'ai plus là. Non mais clairement, on est sur un monde intéressant qui arrive. Ouais, on est clairement sur un shift technologique. Et je pense que l'accélération. Tu as vu, il y a Nvidia a déclaré que les puces se développaient plus rapidement que ce qu'on appelle la loi de Moore. La loi de Moore, elle t'explique que je crois que c'est j'ai bouffé le chiffre exact, tous les 18 mois ou un truc comme ça, ta puce double de capacité. Bah, aujourd'hui, on va plus vite que ça. Et ce qui est dingue, parce que, mec, lorsque j'étais en prépa, on me racontait dans les bouquins d'éco que la loi de Moore, justement, était invalidée. Et que, Oui, maintenant, on dise l'inverse, c'est quand même assez intéressant. Et je pense qu'on a eu des périodes, en fait, c'est comme tout, tu as des périodes de stagnation et des périodes comment dire, d'accélération. Là, on est clairement dans une période d'accélération. Et en fait, l'accélération et la stagnation technologique sont malheureusement déliées, ou heureusement, j'en sais rien comment il faut le dire, mais déliées de l'écosystème économique. L'écosystème économique, aujourd'hui, au moment où on se parle, il est moins bon
théoriquement, qu'il ne l'était en 2019 ou 2018, où c'était la folie complète, il y avait du blé qui partait dans tous les sens, mais il y avait du blé pour faire pas grand-chose, pour faire le 160e sas pour gérer les croquettes de ton chat. Tu vois. Aujourd'hui, il y a quand même une contraction des ressources. Alors, c'est pas tout à fait vrai pour OpenAI, qui a quand même des moyens délirants, mais tu as une contraction des ressources, tu as une contraction du VC, tu as une contraction de plein de trucs. Pour autant, on est dans une période qui est plus innovante. On retrouve des choses vraiment nouvelles. Attends que l'écosystème Web3 crypto reparte. Et même s'il y a de la casse, même s'il y a de la merde, même si on ne croit pas au fait de s'habiller dans le métaverse, comme tu l'avais dit un jour, même si on ne croit pas à tout ça, si les deux se mélangent, que les capitaux commencent à repartir et qu'on garde ce niveau d'innovation, on risque de se retrouver dans 5 ans avec une société qui sera peut-être complètement différente. Je suis persuadé. Et regarde à l'échelle de notre vie. Tu regardes, un jour, je ne sais plus quelle année c'était. Je pense que c'était vers 2020 ou 2021. J'ai regardé 10 ans en arrière et je me suis dit, il y avait quoi en 2010? Et déjà, tu disais, mais je ne vis plus de la même manière. Je ne vis plus de la même manière. En 2010, c'était, tu vois, tu avais à peine Facebook sur ton téléphone, Netflix n'était pas encore vraiment démocratisé. Enfin, là, je parle de nous en France. Tu vois, t'es 10 ans plus tard, tu peux passer toute ta journée en ligne et ne jamais t'ennuyer. Enfin, tu as des problèmes, genre, oui, maintenant, on a des problèmes psychologiques avec notre téléphone, qui était un truc complètement inenvisageable en 2010. Enfin, le monde s'est transformé. Et je pense que là, il accélère encore. Paradoxalement, est-ce qu'entre tu vois, entre 2020 et 2025, il a beaucoup bougé? Je sais pas. Et on verra, est-ce que 25-30, il bouge Ah beaucoup? bah si, entre 2020 et 2025, mec, avec l'émergence d'OpenAI, de C'est le ChatGPT. seul truc. Pour moi, honnêtement, hein, pour moi, en termes de modification de mon quotidien, c'est la seule chose qui est réellement rentrée dans mon quotidien. Ouais, mais quel changement aussi. Quel Et, changement. attention, je remets vraiment pas en cause ce changement-là. Je dis juste que, contrairement à la période 10, on va dire 10-20, mais 10-15 pour faire, tu vois, le même parallèle, il y avait plein de petits trucs qui sont rentrés. C'est d'ailleurs, le changement, c'est peut-être plus 10-15 que 15-20, et plus, ça va peut-être être 25-30, tu vois. Enfin, je ne sais pas, c'est difficile de dater des trucs comme ça, il faudrait vraiment se poser, mais je pense qu'on est sur une phase d'accélération technologique. Et je pense que cette phase, elle a des codes qui sont un peu différents de celles des étapes précédentes. Et tu vois, pour reboucler avec le sujet de base, malgré cette accélération technologique, s'il y a bien une chose sur laquelle je suis de plus en plus bullish, c'est vraiment l'ultra-relation. La technologie s'accélère, les révolutions technologiques s'accélèrent. Et bizarrement, même à une ère où l'IA pourrait tout remplacer, en fait, je crois énormément dans le fait de créer une relation forte avec une audience et puis après arriver à leur vendre pas mal de choses. Parce que je pense qu'on préférera toujours acheter la méthode spéciale de telle personne que l'on suit, auprès de qui on a créé une vraie relation, plutôt qu'un tuto complet qu'un chat GPT va pouvoir nous donner, un tuto très générique. Et d'ailleurs, comme tu l'as très bien dit, et je suis assez d'accord avec toi, si on dézoome, on voit que ce mouvement global, finalement, il est assez homogène. Parce que c'est dans la même période où finalement, on a accès à une information infinie de très bonne qualité avec ChatGPT, que finalement l'ultra-relation se développe, que les plateformes comme OnlyFans, comme Substack se développent, où on va créer une relation unique avec des personnes très humaines, et derrière, à obtenir de l'information qui est aussi très personnalisée. Et je pense que ces convergences ne sont pas dues à un hasard, ou alors c'est un hasard de dingue, hasard de dingue. Mais je pense que finalement, c'est une avancée très logique. Et plus on va avancer, plus l'ultra-relation va être importante, et plus derrière, moi, ça ne m'étonnerait pas d'ici 10 ans de voir une personne d'OnlyFans ou une personne sur Substack, on pourra étudier les chiffres juste après, si vous voulez, qui pèse des centaines de millions, voire beaucoup plus, voire des milliards. Mais c'est déjà le cas. Et c'est déjà le cas. C'est déjà le cas avec les podcasts Spotify. C'est déjà le cas de Joe Rogan. C'est déjà le cas de Alex Copeland. Ah, la femme, Cooper. Alex Cooper, pardon, Alex Cooper. Qui a un podcast qui en a fait un véritable empire média. Ouais. Et elle a reçu une offre, j'ai pas envie de te dire de conneries, mais 160 ou 160 millions. Ouais. Plus le chiffre exact, mais
Et tu vois, c'est ça qui est dingue aussi. C'est, enfin, certaines fois, on peut se dire, putain, mais quel est l'avenir? On voit plus les métiers qui peuvent être remplacés par l'IA que les métiers qui vont pouvoir être créés par l'IA. Ça, j'étais bien d'accord. Mais lorsqu'on voit aussi cette ultra relation se développer et le fait que ça se monétise toujours de plus en plus, bah, ça donne aussi beaucoup d'espérance sur le fait que, bah, en fait, non. Bah, en fait, non. Peut-être que l'avenir demain, ça va être vraiment beaucoup plus de se développer sur les réseaux, encore plus que maintenant. Alors qu'aujourd'hui, j'ai l'impression que ça fait 10 ans qu'on nous dit ça. Mais je pense que tout le monde va avoir son compte Instagram, tout le monde va avoir, alors c'est déjà le cas, j'entends un compte Instagram professionnel, Ouais. et que finalement, dans un monde où l'IA pourrait tout remplacer, il y aura le revenu universel, il y aura les business type très, très physique, très, très matériel, les business type DTC, et il y aura aussi les business virtuels au travers de la relation, au travers de l'ultra-relation. Et cela dans toutes les niches. Et c'est pour ça que je pense que Substack fait une erreur actuellement. Je pense que Substack fait une erreur en cherchant à devenir un Twitter, plutôt qu'en cherchant à devenir à, à, à accroître le côté ultra monétisation de la plateforme et en créant des monétisations encore plus fortes en one-one entre le gourou et enfin le gourou, l'écrivain, si tu veux, le journaliste, ce que tu veux, et le lecteur. Et je pense qu'il y aurait une feature qui, à mon avis, pourrait cartonner sur Substack, c'est une feature de consulting asynchrone par écrit entre la personne qui lit et le gourou en question. Moi, j'adorerais pouvoir envoyer, je reçois énormément de newsletters Substack, j'ai une problématique spécifique, ok, je paye 20 euros, 30 euros, 40 euros, 50 euros. Tout comme un mec va payer, je ne sais pas combien de centaines d'euros pour obtenir les pieds d'une femme sur OnlyFans. Bah, là, c'est la même chose, mais sur une question business, sur une question littéraire, sur une question politique, sur une question géopolitique, où la personne va prendre le temps de nous répondre versus versus un fils immédiat. On verra si j'ai raison ou pas sur ça. Ouais, non, mais je suis d'accord avec toi. Ok, je check pour voir si tu veux, j'ai quelques datas sur Substack aussi. Vas-y, on peut finir avec ça, ouais, avec plaisir. Il y a 20 millions d'abonnés actifs par mois sur Substack. Ok. Ils ont atteint 2 millions d'abonnés payants. Ah, je pensais que c'était plus que ça. Ouais, c'est. Alors après, c'est la source, c'est Backlinko. Donc c'est un site qui a été racheté assez récemment, enfin assez récemment, il y a 2 ans par SEMrush. Donc je pense que c'est assez viable. Ouais, non, mais, attention, hein, c'était une. Je pensais que c'était plus gros que ça, tu vois. Ok. Donc 2 millions d'abonnés payants, semble-t-il. Il semble aussi qu'il y ait plus de 17 000 personnes qui écrivent et qui se font payer sur Substack. Et le top 10 des auteurs sur Substack gagnent collectivement 25 millions par an. Ce qui est beaucoup. Top 10, 25 25 millions. millions par an. Ouais, le top 10. Wow. Ah oui. Ouais, putain, t'as vraiment cette loi. Par contre, c'est là où. Là, on va rentrer dans un sujet, je sais pas si social ou je sais pas comment il faut dire, mais en fait, toutes ces plateformes répondent à la même loi. Et qui est la même loi en première ligue ou en NBA ou tout ce que tu veux, hein, mais tu as de plus en plus une concentration des revenus et des richesses sur quelques profils réellement extraordinaires. Tu le vois partout et tu le vois sous toutes les formes que tu veux. Tu as vraiment ouais, un creusement qui se fait entre ne serait-ce que quelqu'un de bon et le top 1%. Parce que je suppose que en dehors du top 10, tu as plein de mecs qui sont très bons, tu vois. Techniquement, en rédaction, enfin, je suppose que tu as des mecs très qualitatifs. Mais le paiement du top 1% et le paiement du reste deviennent complètement. Enfin, l'écart devient complètement délirant. Et c'est vrai, pareil, tu vois, dans les clubs de foot, en Ligue 1 ou quoi, les joueurs les mieux payés sont extrêmement bien payés. C'est le cas de tous les mecs du PSG, enfin, d'une grosse partie des mecs du PSG. Et tu regardes en Ligue 1 maintenant, sur des clubs plus petits qui luttent pour le maintien ou quoi, et ben, tu as des mecs qui ont, je te dirais pas qu'ils ont des salaires normaux de la vie de tous les jours, parce que ça reste des footballeurs en Ligue 1, mais ils ont des salaires qui sont atteignables.
Mais tu vois, ce qui est aussi intéressant, c'est que les chiffres que je viens de te partager concernent uniquement le business model de l'abonnement. Or, il y a beaucoup de personnes aussi qui cartonnent sur Substack, notamment dans le top 10, qui facturent très cher, soit pour des produits complémentaires qu'ils lancent, soit pour des publicités sur leur newsletter. Et donc, Évidemment. les 25 millions se transforment, à mon avis, très rapidement en 100 millions, 150 millions, si on prend le top 10, de revenus annuels générés. Non, mais clairement. Clairement, c'est sûr. Ça, c'est certain. Mais aussi pour les plus petits, c'est aussi la même chose. C'est-à-dire que même si le top 10 génère 25 millions, si on prend tous les revenus générés, je pense que doit y avoir une partie, alors c'est pas la majorité, très très loin de là bien sûr, hein, mais qui doit générer 1000, 2000, 5000, 10 000 euros par mois, avec pas forcément sur l'abonnement Substack, mais sur des produits complémentaires, sur de la sponsor, et puis aussi peut-être des newsletters qui sont ultra spécialisés, ultra nichés, B2B, où ils vont facturer très cher sur de la sponsor, mais qui ne proposent pas forcément d'abonnements payants, parce qu'il y a aussi tous ces newsletters qui choisissent d'avoir un business model autre que passer par le paywall Substack pour proposer un abonnement payant. Donc voilà, quand même apprendre avec des pincettes. Oui, mais c'est vrai qu'il y a peut-être sur les produits annexes une loi qui devient un peu moins violente que ça. Ouais. En effet. D'ailleurs, autre chose que j'avais appris sur OnlyFans, c'est qu'ils ne sont pas sur l'Apple Store. Ils sont pas sur l'Apple Store, Google Play, je ne sais pas, j'ai pas vérifié. Mais en fait, c'est pour ça aussi qu'ils contournent totalement les règles de l'Apple. C'est pour ça qu'ils sont pas sur Apple. Et aussi, ils ne voulaient surtout pas, subir les 30%, je crois, de fees que prennent Apple sur chacune des transactions in-app. Et comment tu y accèdes dans ce cas-là? Tu vas sur le site? C'est une très bonne question, justement. En fait, en tant que fan, la seule manière d'y accéder, c'est de cliquer sur un lien qu'un créateur nous partage. Ok. La seule manière. Donc eux, les créateurs, ils ont leur lien. Mais par contre, lorsque tu es créateur, je crois que c'est directement via un site. Et ce qui est aussi intéressant, c'est que, ce qui est intéressant, je sais pas, mais ce qui peut être pertinent à relever, c'est qu'à l'intérieur même de la plateforme OnlyFans, c'est très compliqué de chercher des créateurs par industrie. Lorsque tu as tapé yoga, tu vas pas forcément tomber sur des créateurs des profs de yoga, quoi. Tu vas peut-être tomber sur autre chose. Par contre, là où ils sont très bons, sur la search, c'est à partir du moment où tu tapes le nom du créateur que tu recherches. Donc, ils ont maximisé la recherche de gourou plus que la recherche par thématique. Je sais pas d'ailleurs si c'est un choix spécifique. Ça, c'est logique. Okay. Ça, je comprends. Enfin, ça, je comprends totalement parce que je pense que tu vas sur ce genre de plateforme pour une personne. Et d'ailleurs, comment ils se sont développés? En mettant les fameux liens dans la bio de chacun des mecs. Donc ça, si tu veux, en effet, ça leur a fait un coup de gros hacking délirant. Tu prends plein de mecs qui ont des grosses communautés dont le but du jeu est de maximiser leur communauté. Et en fait, tu les renvoies vers ta plateforme parce que c'est elle qui leur permet de monétiser ce qui n'est pas monétisable ailleurs. En gros, en contournant la censure, hein, à faire clair, en permettant aux gens de se monétiser et en contournant la censure, ils ont réussi à faire de l'acquisition quasi infinie. C'est quand même magnifique. Ouais. Et donc oui, tu vas chercher des personnes, tu vas pas chercher. Je pense que ça va être très faible les gens qui cherchent cours de moto sur OnlyFans. En fait, je pense que là-dessus, il faut être honnête. Ça doit exister, mais on doit parler de 1% de la population. Je pense que le truc, c'est plutôt comme tu le dis, quelqu'un qui va sur le profil de quelqu'un sur Insta, il trouve un lien, il se dit ah tiens c'est marrant, hop il clique, il a envie de voir un truc, il paye. Et après il est hook dans le truc et c'est un autre sujet. Faudrait qu'on fasse revenir Manoa. Clairement. Sa plateforme a assez évolué. Avant, ça s'appelait Demoiselle. Maintenant, ça s'appelle Reveals. Je sais que le business évolue. Je connais pas réellement son état d'esprit du moment. S'il est confiant sur la suite ou pas. Je sais qu'il a réussi à faire pas mal de vidéos ultra virales sur les réseaux, que ce soit sur YouTube ou au Shorts. Enfin bon, est-ce que toi, tu penses que OnlyFans, c'est... je ne pose pas la question sur le business model qui, à mon avis, quoi qu'il arrive, c'est The Next Big Shit, c'est quelque chose qui va continuer à décoller. Mais est-ce que tu penses que la plateforme OnlyFans va réussir à continuer à être numéro 1 du domaine, sachant qu'il y a Mime qui est pas loin, sachant que Patreon, Patreon c'est quand même assez différent. Eux, ils ont reversé... Alors, pour information, OnlyFans, je crois, a reversé en tout plus de 20 millions
20 milliards pardon, aux créateurs sur la plateforme depuis le début, ce qui est conséquent. Et Patreon, à titre comparatif, a reversé depuis le début 3,5 milliards de dollars à ses créateurs. Donc voilà, ça reste quand même Patreon assez. a 10 ans de plus. Et Patreon a 10 ans de plus. Ok, je ne savais pas. Ah bah, Obama. Enfin, regarde, hein, vérifie, je dis peut-être de la merde, mais. Et en termes d'utilisation, Patreon, c'est 200 000 créateurs Ouais. et plus de 8 millions de membres qui soutiennent la plateforme. Euh, ouais, pour rappel, OnlyFans, c'était 120 millions de visites mensuelles, 121 millions d'utilisateurs. Ouais. Ok, ouais, on est quand même. Ah ouais. Ces ordres de grandeur différents. Moi, si j'étais à la place d'OF, est-ce que la plateforme, alors pour répondre à ta question d'abord, est-ce que la plateforme va perdurer? Je pense que oui. Je vois pas, enfin, Mime, ok, mais ils sont quand même loin. Hein. Mime de mémoire, ça fait une centaine de millions d'euros de CA. Mais ils sont quand même vachement spécialisés sur le contenu pour adultes. Oui, bien sûr, bien sûr. Mais en fait, je serais à la place d'OnlyFans. J'ai de telles réserves de cash que soit j'achète Mime, tu peux acheter Mime, hein, ça va pas te casser. Voilà. Soit je me diversifie parce que je ne pense pas, par contre, que OnlyFans réussisse à réellement attaquer le marché de Patreon. Je pense que c'est trop marqué. Ouais, je suis d'accord. Donc, je serai à la place d'OnlyFans, j'irai voir Patreon et j'essaierai de les acheter en me disant, certes, ça génère moins, certes, c'est moins gros, certes, tout ce que tu veux, mais je me dirais, mon business, c'est pas le business pour adultes. C'est pas ça le fond du sujet. Le fond du sujet, c'est l'extrême relation. Si le fond du sujet, c'est l'extrême relation, j'achète Patreon, j'achète Morning Brew, j'achète des médias, j'achète un Patreon version business, j'achète une boîte de crowdfunding pour entrepreneurs, genre Tudigo en France, ce genre de truc. J'achète tout ce type de business histoire de me faire une galaxie typiquement d'ultra relation où chaque communauté vient y trouver ce dont elle a besoin. Intéressant. Moi, je la jouerais à l'inverse. Pensez que OnlyFans, demain, des mamans de 50 ans, bon chic, bon genre, vont venir poster leur tuto couture, je pense que c'est de la science-fiction. Par contre, j'ai 10 milliards de cash sur mes comptes, j'achète Patreon, ça ne me choque pas. À mon avis, le pari que je fais, c'est que Instagram va aller dans cette direction, si ce n'est déjà fait d'ailleurs. Et donc, je pense que les mamans de 50 ans, bon chic, bon genre, tuto couture, ils vont ils vont proposer des communautés payantes. Twitter l'a déjà fait d'ailleurs. Instagram, Oui, je crois qu'ils l'ont pas encore fait. Vont proposer des communautés payantes. Et en fait, à la fin de la journée, ce qui est aussi flippant, mais je pense que ça peut être aussi l'objet d'une prochaine vidéo, c'est à la fin de la journée, ça reste les mastodontes d'aujourd'hui qui, en quelques clics, peuvent te détruire des business models et qui peuvent accaparer quand même une bonne partie du marché. Parce que qu'est-ce qui empêche finalement un. Parce qu'aujourd'hui, comment ça se passe? Tous les créateurs créent du contenu sur Instagram pour avoir l'acquisition et après redirigent vers des plateformes tierces pour avoir la monétisation. ouais. Qu'est-ce qui empêche un Instagram de dire non, 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 vous allez rester sur la plateforme, on vous propose des fees incroyables, alors 2% de fees, tu vois, mieux que n'importe où ailleurs. Et en plus, c'est interne, donc on facilite les abonnés, vous allez voir, c'est beaucoup plus simple. Et finalement, ils coupent le robinet totalement pour toutes ces plateformes-là à tierces. Mais regarde, Facebook, regarde, les deux sujets qu'on a évoqués. Facebook décide que la monétisation, la censure et la modération doivent devenir moins dures. OK. Ok, je vois. Donc Facebook te dit maintenant, il y a une version d'Instagram où quand tu payes, tu as accès à d'autres trucs. Et il faut que tu aies 18 ans. Tu vois, ils contrôlent. Ils te disent, tu as 18 ans, tu rentres ta carte, tu payes, tu as accès à d'autres trucs. Au lieu de prendre 20%, comme tu dis, ils prennent 5%. Et dans le même temps, ils te disent, par contre, on limite la visibilité des liens externes. Ça ferait très mal à OnlyFans, je pense. Et pas que, hein. Enfin, et à plein d'autres trucs. Attention, à plein d'autres trucs. Ouais. Mais, et en plus, Facebook, enfin Meta, n'a aucun intérêt à garder
euh, OnlyFans, parce que OnlyFans n'est pas client de Meta. Enfin, j'ai jamais vu de pub pour OnlyFans. Autant ils vont pas aller se frotter à des gens qui sont leurs gros clients, tu vois. Ils vont pas essayer demain de niquer les agences, par exemple. Il y a des gens qui disent oui, mais imagine Facebook, ils créent leur propre agence, tu as un mec en interne de Facebook qui fait tes créas et tout ça. Enfin, à une époque, dans les agences, c'était un débat que j'entendais. Mais ça n'a aucun sens. Ils n'ont pas envie de niquer les agences. Tu dépenses déjà des dizaines de. Tu as été la plus petite agence du coin. Tu dépenses déjà des dizaines de milliers d'euros par an chez eux. Les grosses agences, c'est des dizaines de millions qui dépensent chaque année chez Facebook. Ils n'ont aucune envie de t'enlever ton business. Ils te laissent. C'est un business pas du tout scalable pour eux, dans tous les cas. T'es pas scalable, c'est chiant. Ce cas de figure n'a aucun. Tu vois. De l'autre côté, OnlyFans, c'est scalable, c'est pas très chiant, et ils ont rien à y gagner à garder. Et finalement, tu vois, c'est même pas si complexe à mettre en place. Ils ont juste à créer une rubrique spéciale dans le profil des personnes. Et tout le reste, c'est un peu comme Twitter finalement. C'est un feed spécial. Tu payes 5 € par mois. Et finalement, tu as accès justement à cette rubrique. Donc, c'est à côté des Reels sur le profil des individus. Bon, bah là, tu as le contenu spécialisé. Donc, finalement, tu as juste deux problèmes. Tu as juste deux problèmes pour ça. Un, c'est Apple. Apple, ils ont une loi qui dit, enfin, ils ont une vision qui dit, il n'y aura pas de contenu pour adultes sur les téléphones Apple. Je pense que ça a changé, mec. Je pense que ça va se modifier. Surtout lorsqu'on voit à quel point les mœurs se libèrent de plus en plus. Je pense qu'il y a un shift de société. On n'aime pas cette évolution-là, mais j'ai l'impression qu'il y a des choses qui étaient impensables il y a 10 ans qui aujourd'hui sont OK. S'ils voient qu'il y a vraiment un shift de revenus qui se fait avec ce type de plateforme-là, ils vont se dire waouh, si je prends un cut dessus, ça peut être intéressant. Je vois que la majorité de mes utilisateurs pourraient être clients. Why not? Alors peut-être que ça ne va pas arriver demain, mais il y a quand même ça aussi, c'est une question philosophique, mais j'ai l'impression qu'il y a une commercialisation du corps, quel que soit le type de commercialisation, qui se développe de plus en plus. Et donc, je pense que ça ne m'étonnerait pas que ce soit mieux accepté, notamment mieux accepté vis-à-vis de ces plateformes-là. Je ne sais pas. Apple, c'est vraiment dans leur. C'est un truc qui date de Steve Jobs. Hein. C'est un truc, c'est vraiment un truc fondamentalement dans la biographie de Steve Jobs de mémoire, ils en parlent et ils disent il y a certains trucs qu'on mettra jamais sur l'App Store, c'est ça. C'est un des commandements profonds de la boîte. Hein. Je te dis pas que ça changera pas, mais je pense pas que ça change demain. Mais attends, je vais voir déjà si. Demain ils vont faire une annonce. J'ai passé pour un con avant la sortie de l'épisode. Les mecs, meme for creator, c'est le bon meme ou pas? C'est le même meme que l'on connaît? Parce qu'ils existent sur Apple Store. Hein. Ouais, mais parce que je pense qu'il n'y a pas le display. C'est juste la console. Le display, j'en sais rien. Hein. En fait, les produits, je les connais assez mal pour être. Voilà. Ouais, donc, mais donc, je suppose que c'est juste la plateforme de business. En fait, il y a beaucoup d'applications qui s'appellent Mime. Là, je suis tombé sur The Meme Club. Le sous-titre, c'est Master Your Menopause. Allez, je pense rien à voir. Rien à voir. Hein. Je crois pas. Pour terminer, je suis tombé sur un truc rigolo là sur OnlyFans. On pourrait imaginer que le CEO actuel d'OnlyFans, c'est un mec assez brut sur point, plus ou moins jeune d'ailleurs. En fait, non, c'est Kelly Blair, une femme depuis 2023, donc c'est assez récent. C'est une ancienne avocate spécialisée en cybersécurité, confidentialité et tout ce qui va être les data aussi. Et qui a exercé dans des très très grosses boîtes de conseil, des boîtes comme Firster, comme Ori, Carrington. Je sais pas, j'ai trouvé ça intéressant qu'ils décident pour une boîte aussi sulfureuse de mettre une personne aussi lisse. Je trouve ça très smart. Justement, je trouve ça hyper malin. Ouais, très très smart. Je trouve ça hyper malin. C'est comme c'est hyper malin, dans le sens inverse, de mettre des personnalités parfois un peu sulfureuses dans des industries très lisses. Tu penses à Joe Rogan avec Meta là, récemment ou pas? Alors non, je ne pensais pas à lui, mais je pense tout simplement, par exemple, à Elon Musk dans l'automobile. L'automobile, c'était des mecs en Allemagne, dans des grands bureaux, avec un costume 3 pièces bien propre sur eux.
Et là, on a un mec qui arrive, blouson en cuir, t-shirt noir, Occupy Mars, et qui te sort des dingueries 4 fois par jour, si tu veux. On peut en trouver des mecs, on va dire intermédiaires, parce que là, on prend un mec où vraiment il a une capacité à la déraille assez importante, mais tu peux trouver des cas intermédiaires, j'en suis sûr, quand tu as un peu des start-upers, tu vois, qui ont repris GameStop, alors que jusque-là, c'était des mecs dans des bureaux avec des costumes, cravates et ainsi de suite. Et en règle générale, ça fait, alors soit ça se passe mal, soit au contraire, ça fait des étincelles, et des fois, les étincelles sont plutôt bonnes. Et on peut en trouver d'autres, j'en suis sûr. Ok. On s'arrête là? Ouais. Bah écoutez, à la semaine prochaine alors. À la semaine prochaine. Abonnez-vous. Abonnez-vous, très important. N'hésitez pas aussi à commenter la vidéo, ça nous permet de voir qui sont les personnes qui nous écoutent. Et puis c'est toujours, on lit tous vos commentaires, donc ça fait toujours très, très chaud au cœur, que ce soit les questions, les critiques ou les encouragements. Allez, ciao! Ciao.